Bonjour, esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé si un poème pouvait bâtir un empire? Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir que les mots furent l'arme secrète la plus puissante de Rome, plus affûtée que n'importe quelle épée de légionnaire et plus durable que n'importe quel aqueduc. Quand on pense à Rome, on imagine des Colisées, des légions et des Césars. Mais et si je vous disais que la véritable bataille pour l'âme de l'Empire ne s'est pas déroulée sur les plaines de la Gaule, mais sur les parchemins des poètes? Aujourd'hui, nous allons dévoiler comment la littérature fut un instrument sophistiqué de pouvoir, de propagande et de contrôle social. Restez avec moi, car nous allons déconstruire comment Virgile et Ovide, deux géants de la littérature universelle, sont devenus des pièces maîtresses sur l'échiquier politique de l'empereur Auguste. L'un fut son plus grand allié et l'autre sa victime la plus célèbre. L'histoire est fascinante et contient des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les visuels. Alors, considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte, mais un accompagnement pour l'imagination. Pour comprendre le pouvoir de ces poètes, nous devons d'abord voyager vers un moment de chaos. Rome venait de sortir de décennies de guerre civile sanglante. La République, avec ses idéaux de démocratie et de débat, était morte. Le système était brisé et le peuple, épuisé et avide de paix, d'un ordre qui lui donnerait de la sécurité. Et des cendres de la République surgit un homme, Octave, qui sera bientôt connu sous le nom d'Auguste. Il comprit quelque chose de fondamental. Pour gouverner, il ne suffisait pas d'avoir les armées les plus fortes. Il lui fallait quelque chose de plus. Il devait contrôler le récit, l'histoire que les Romains se racontaient sur eux-mêmes, sur qui ils étaient. Auguste initie ce que l'on appelle la Pax Romana, ou la paix romaine. Mais cette paix avait un prix. Elle impliquait la concentration du pouvoir en un seul homme et la fin des anciennes libertés républicaines. Comment vendre cette nouvelle réalité au peuple? Comment faire en sorte qu'un régime autoritaire semble non seulement acceptable, mais désirable et destiné par les dieux? C'est là qu'intervient le génie de sa stratégie. Auguste savait que la culture était un champ de bataille. Il comprit que s'il parvenait à faire travailler pour lui les meilleurs artistes, architectes et surtout poètes, il pourrait façonner l'esprit et le cœur de toute une génération. Ce système s'appelait le mécénat, un patronage très bien dirigé. Il ne s'agissait pas seulement de les payer pour qu'ils écrivent. Il s'agissait de créer un écosystème culturel, un cercle d'intellectuels et d'artistes dirigé par son ami Caius Mécène, qui partageait une vision, la vision d'une Rome glorieuse, éternelle, renaissante sous la direction d'Auguste. C'était une machine de propagande incroyablement subtile et efficace. L'objectif était simple mais ambitieux, créer une nouvelle mythologie pour Rome. La vieille République était morte. Ils avaient besoin d'un récit fondateur pour le nouvel empire. Une histoire qui connecterait Auguste et sa nouvelle ère directement avec les dieux et avec un destin manifeste de gouverner le monde. Une tâche titanesque, sans aucun doute. Et pour la tâche la plus importante de toutes, celle d'écrire le poème épique fondateur de cette nouvelle Rome, Auguste et Mécène choisirent un homme. Un poète talentueux, perfectionniste et profondément patriote nommé Publius Vergilius Maro. Nous le connaissons simplement sous le nom de Virgile. Un homme qui allait changer l'histoire de la littérature. Virgile n'était pas un simple poète à la solde, il croyait au projet d'Auguste. Il y voyait la seule lueur d'espoir pour une paix durable. Il s'est donc lancé dans la mission de sa vie, écrire une épopée qui rivaliserait avec celle d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, mais qui serait incontestablement romaine dans son esprit et son message politique. Le résultat fut l'Énéide. Officiellement, elle raconte l'histoire d'Énée, un héros troyen qui, après la chute de Troie, voyage jusqu'en Italie pour fonder la lignée qui allait éventuellement donner naissance à Rome. Mais officieusement, c'était bien plus. L'Énéide est la pièce de propagande la plus brillante jamais écrite, enveloppée dans une poésie sublime. Comment fonctionne cette propagande? Premièrement, l'Énéide relie la famille d'Auguste, l'agent Julia, directement aux dieux. Énée est le fils de la déesse Vénus. Par conséquent, Auguste, en tant que son descendant, avait un droit divin de gouverner. C'était un coup de maître de légitimation. Il n'était plus un simple général, il était l'élu. Deuxièmement, le poème redéfinit les vertus romaines. Le héros Énée n'est pas comme les héros grecs, qui recherchent la gloire personnelle. Énée est un homme de pietas. Ce mot latin est essentiel. Il ne signifie pas piété au sens moderne, mais devoir. Devoir envers les dieux, la famille et surtout la patrie. Un sacrifice de soi pour le bien commun. Pensez-y, le message était limpide pour tout Romain lisant ou écoutant le poème. Le citoyen idéal, comme Énée, devait sacrifier ses désirs personnels pour le plus grand bien de Rome, personnifié en Auguste.
C'était une leçon d'obéissance et de loyauté envers l'État, présenté comme le plus haut idéal moral. Simplement brillant. Le poème contient même des prophéties. À un moment donné, le fantôme du père d'Énée lui montre dans les enfers une procession des âmes des futurs grands Romains. Et qui est à la fin, comme l'aboutissement de toute l'histoire? Auguste. L'Énéide le présente comme le sommet du destin de Rome, prédestiné depuis le début des temps. L'Énéide devient le texte scolaire par excellence. Des générations de jeunes Romains apprirent à lire et à être des citoyens avec l'histoire d'Énée. Ils intériorisèrent ces valeurs. Ils apprirent que Rome était destinée à gouverner le monde et que leur devoir était de servir ce destin. Le poème n'était pas seulement lu, il était vécu. Ainsi Virgile livra à Auguste l'histoire dont il avait besoin. Un mythe fondateur qui justifiait son pouvoir, unifiait un peuple fracturé et leur donnait un but glorieux. Il n'est pas exagéré de dire que l'Énéide fut aussi cruciale pour la construction de l'Empire que les légions qui conquéraient de nouveaux territoires. Mais toute histoire a son contrepoint. Si Virgile fut la voix de l'ordre, du devoir et de l'Empire, il existait une autre voix à Rome qui chantait une mélodie très différente, une voix d'amour, d'esprit, d'individualisme et de plaisir. C'était la voix de Publius Ovidius Naso, que nous connaissons simplement sous le nom d'Ovide. Ovide était, à bien des égards, l'opposé de Virgile. C'était un poète de la ville, de la vie sociale, de l'élégance et de la séduction. Tandis que Virgile écrivait sur le destin d'un empire, Ovide écrivait sur l'art de séduire au cirque ou comment entretenir une aventure secrète. C'était le poète de la vie privée, non du devoir public. Son œuvre la plus célèbre et scandaleuse fut l'Ars Amatoria, ou l'art d'aimer. Ce livre n'était pas un traité philosophique sur l'amour. C'était littéralement un manuel de séduction. Un guide effronté et plein d'humour sur comment trouver et garder des amants dans la Rome d'Auguste. Imaginez l'impact d'une telle chose. Cela heurtait de plein fouet le programme de restauration morale d'Auguste. L'empereur promulguait des lois très strictes pour encourager le mariage, la fidélité et la natalité. Il voulait une Rome de soldats et de mères de famille, disciplinée et austère. Et soudain, le poète le plus populaire de la ville publiait un manuel sur l'adultère. La poésie d'Ovide représentait tout ce qu'Auguste tentait de supprimer. L'individualisme sur la communauté, le plaisir sur le devoir, la vie privée sur la publique. Ovide n'était pas un révolutionnaire politique, en ce sens qu'il n'appelait pas à renverser l'empereur. Sa subversion était beaucoup plus subtile et donc plus dangereuse. Elle minait l'autorité morale du régime. Tandis que la propagande officielle parlait de piété et de sacrifice, Ovide montrait une Rome qui ne voulait que s'amuser, aimer et profiter de la vie. Il créait un contre-récit, une version alternative de ce que signifiait être romain. Et le peuple, surtout les jeunes et l'élite, l'adoraient. Pendant un certain temps, l'empereur et le poète coexistèrent dans une sorte de trêve inconfortable. Ovide était trop populaire pour être ignoré et Auguste peut-être trop sûr de son pouvoir. Mais cette trêve était destinée à être rompue de la manière la plus dramatique possible. Quelque chose allait se produire qui changerait la vie d'Ovide pour toujours. En l'an 8 après Jésus-Christ, Auguste agit. Sans procès, sans droit à la défense, Ovide fut exilé par décret impérial dans l'endroit le plus reculé et désolé de l'Empire, Thôme, une ville portuaire de la mer Noire, dans l'actuelle Roumanie. Pour un homme comme Ovide, amoureux de la sophistication de Rome, ce fut une condamnation à mort vivante. Pourquoi? Quel fut le crime? Ovide lui-même nous donne la réponse dans ses poèmes d'exil, les Tristia. Il dit avoir été puni pour carmen et error, c'est-à-dire un poème et une erreur. Le poème était, sans aucun doute, l'art d'aimer, qu'Auguste utilisa comme justification publique pour sa condamnation, l'accusant de corrompre la jeunesse. Mais le poème n'était qu'une excuse. La véritable raison était l'erreur. Ovide dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Les historiens ont débattu pendant des siècles de ce que cela pouvait être. La théorie la plus acceptée est qu'il fut impliqué peut-être involontairement dans un scandale sexuel touchant la propre famille de l'empereur, possiblement sa petite-fille Julia. Imaginez la situation. Ovide, l'auteur du manuel d'adultère le plus célèbre de Rome, devient témoin d'un adultère au sommet du pouvoir. Un adultère qui rendait hypocrite toute la campagne morale d'Auguste. Le poète était devenu un problème politique de premier ordre. Il en savait trop. L'exil d'Ovide est une leçon brutale sur les limites de la liberté artistique sous un régime autoritaire. Il démontra qu'il importait peu d'être célèbre ou aimé. Si votre art ou votre savoir défiait le récit officiel du pouvoir, vous seriez muselé. L'empire que Virgile avait aidé à construire avec sa plume utilisait maintenant son pouvoir pour briser la plume d'un autre. De son exil, Ovide écrivit des poèmes déchirants, implorant le pardon qui ne viendrait jamais. Il mourut à Thôme, loin de la ville qu'il aimait et qui avait été le centre de son univers poétique. Son destin sert de rappel perpétuel du conflit entre l'art et le pouvoir, une tension qui reste pertinente aujourd'hui. Alors, que nous enseigne cette histoire de deux poètes? Elle nous montre que la littérature n'est jamais un simple divertissement. Elle est toujours insérée dans un contexte de pouvoir.
Elle peut être un outil pour renforcer le statu quo, pour donner une patine de gloire à un régime, comme dans le cas de Virgile, ou elle peut être un espace de résistance. L'art peut être une manière de questionner, d'ironiser, d'offrir des visions alternatives de la vie qui sapent les récits officiels. Le cas d'Ovide nous enseigne que même la poésie sur l'amour peut être profondément politique, car elle défend un espace de liberté personnelle face aux exigences de l'État. L'imitation et l'innovation sont ici les clés. Virgile a imité Homère pour innover, créant une épopée nationale avec un but politique clair. Ovide a pris les genres poétiques existants et les a innovés, les remplissant d'une voix personnelle, ironique et moderne qui défiait les attentes. Tous deux ont utilisé le passé pour parler à leur présent. Au final, la littérature de l'Empire d'Auguste nous laisse un héritage complexe. D'une part, des chefs-d'œuvre comme l'Énéide, qui ont façonné la culture occidentale pendant 2 millénaires. D'autre part, l'ombre de l'exil d'Ovide, qui nous avertit des dangers de la censure et de l'intolérance du pouvoir absolu. C'est une histoire qui s'est répétée maintes et maintes fois. Des artistes qui servent le pouvoir et des artistes qui le défient. Des ménestrels dans les cours médiévales aux cinéastes d'Hollywood ou aux romanciers sous les régimes totalitaires. La question du rôle de l'artiste dans la société reste la même. Alors, la prochaine fois que vous lirez un classique, regarderez un film ou écouterez une chanson, demandez-vous « Quel récit construit-elle? À quels intérêts sert-elle? Quel pouvoir renforce-t-elle ou peut-être quel pouvoir ose-t-elle défier ?» Car comme nous l'a enseigné Rome, les histoires que nous racontons sont le champ de bataille pour notre âme. La littérature romaine, avec son éclat et ses ombres, nous démontre que les mots ont un poids immense. Ils peuvent légitimer un empereur, définir l'identité d'une nation ou condamner un homme à l'exil. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un bon vers. Il peut être plus révolutionnaire qu'on ne l'imagine. En résumé, Auguste avait besoin de consolider un pouvoir né de la guerre civile. Les légions ne lui suffisaient pas, il avait besoin d'une justification divine, d'un récit épique qui le placerait au centre du destin de Rome. Il avait besoin que les cœurs et les esprits suivent ses épées, et pour cela, il avait besoin des poètes. Virgile accepta le défi, non pas comme un simple propagandiste, mais comme un croyant. Il voyait dans l'ordre d'Auguste la seule issue au chaos. Son Énéide, dès lors, n'est pas seulement une commande. C'est l'œuvre d'un homme convaincu qui l'aidait à construire un monde meilleur, plus pacifique et ordonné, même si cela signifiait sacrifier d'anciennes libertés. Le poème est un miroir des valeurs qu'Auguste voulait imposer. Le protagoniste aîné abandonne la femme qu'il aime, la reine Didon, pour accomplir sa mission. Le message est clair, le devoir prime sur l'amour personnel, la raison d'État sur le bonheur individuel. Une idée fondamentale pour la mentalité impériale qui était en train de se forger. D'autre part, Ovide représentait l'héritage de la République qui refusait de mourir. Une culture d'individualisme, de débat, d'esprit et d'une vie privée libre de la surveillance de l'État. Sa poésie n'était pas une opposition frontale, mais une célébration de tout ce que le nouveau régime considérait comme frivole ou dangereux. L'art d'aimer fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ce n'était pas seulement un livre immoral aux yeux de l'empereur. C'était un acte de défi culturel. Il enseignait aux jeunes à chercher leur propre bonheur, en marge des règles sociales strictes d'Auguste. C'était un manuel pour mener une vie non officielle, parallèle à la propagande. L'erreur qui le condamna, ce secret qu'Ovide vit, fut probablement l'excuse parfaite. Auguste ne pouvait pas simplement dire qu'il exilait le poète le plus brillant de Rome pour son style de vie ou ses idées. Il avait besoin d'un crime concret, d'une trahison. La connexion avec le scandale de sa petite fille lui donna la justification dont il avait besoin pour éliminer une voix gênante. Il est fascinant de penser à l'héritage des deux. L'Énéide devint le modèle de l'épopée nationale pour d'innombrables royaumes et empires à travers l'histoire qui cherchèrent leur propre Virgile pour chanter leur gloire. Le poète au service de l'État est un archétype qui naît ici avec une force inouïe. Pendant ce temps, Ovide devint l'archétype de l'artiste exilé, du génie incompris du pouvoir. Sa figure inspira d'innombrables écrivains et poètes qui se sentirent marginalisés ou persécutés. Il devint un symbole de l'intégrité artistique face à la tyrannie et à la censure. Une voix pour les sans-voix. L'imitation des modèles grecs fut le point de départ pour Rome, mais pas la fin. Les Romains ne copiaient pas, ils absorbaient et transformaient. Virgile prend Homère et le transforme en quelque chose de nouveau, un poème avec un agenda politique romain. Ovide prend l'élégie amoureuse grecque et la remplit d'une ironie et d'une psychologie purement latine. Cette tension entre imitation et innovation est le moteur d'une grande partie de la créativité humaine. Nous regardons le passé, apprenons des maîtres, mais pour être pertinents, nous devons ajouter notre propre voix, notre propre perspective, adaptant les vieilles formes pour parler de nos nouvelles réalités. Rome fut maîtresse dans cet art de l'adaptation. On pourrait dire qu'Auguste fut le premier grand producteur de contenu de l'histoire. Il comprit l'importance de la marque, du storytelling, un mot très moderne pour raconter des histoires. Il voulait que la marque Rome soit associée à la piété,
au destin et à la paix, et il utilisa les meilleurs créateurs de son temps pour y parvenir. La voix de la République qui survit chez ces poètes est, paradoxalement, une voix qui réfléchit à sa propre perte. Chez Virgile, on sent la nostalgie d'une Italie rurale et simple que la guerre civile a détruite. Chez Ovide, on célèbre la liberté individuelle que le principat d'Auguste limitait de plus en plus. La littérature, même lorsqu'elle sert le pouvoir, laisse souvent échapper ses fissures de mélancolie ou d'ironie. Les grands artistes, aussi contrôlés soient-ils, sont rarement unidimensionnels. Dans l'Énéide, par exemple, il y a des moments de profonde tristesse et de doute chez le héros Énée qui compliquent la lecture purement propagandiste. Ces complexités sont ce qui rend ces œuvres toujours aussi fascinantes. Ce ne sont pas des pamphlets. Ce sont des créations humaines incroyablement riches, nées d'un moment historique d'une intensité brutale. Un moment où l'avenir du monde connu était en train de se décider, et les poètes étaient au centre de cette décision. Le pouvoir de Rome ne résidait pas seulement dans ses aqueducs ou ses chaussées, mais dans sa capacité à exporter une idée d'elle-même. Et cette idée fut construite avec des mots, avec des vers, avec des mythes. L'Énéide fut, d'une certaine manière, le logiciel culturel qui tournait sur le matériel des légions et l'administration romaine, unifiant un empire diversifié. Tandis que le défi d'Ovide nous rappelle que l'esprit humain cherchera toujours des espaces pour l'expression personnelle, pour le jeu, pour l'amour et pour la beauté elle-même, même dans les empires les plus surveillés. La littérature peut être le refuge de notre humanité la plus intime. L'histoire de Rome et de ses poètes n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un miroir. Elle nous oblige à regarder notre propre culture et à nous demander quel mythe nous construisons aujourd'hui. Qui sont nos Virgiles, chantant les gloires du système? Et peut-être plus important, qui sont nos Ovides et quel prix paient-ils pour leur voix? Virgile d'ailleurs mourut avant de pouvoir donner la révision finale à l'Énéide. Sur son lit de mort, il demanda que le manuscrit soit brûlé. Il ne se sentait pas satisfait, il croyait qu'il n'était pas parfait. Ce fut l'empereur Auguste lui-même qui intervint et ordonna sa publication. Il ne pouvait pas permettre que son arme la plus puissante soit perdue. Ce détail est crucial. Il montre à quel point l'œuvre n'appartenait plus au poète, mais à l'État. Elle était devenue un actif impérial trop précieux pour dépendre de la volonté de son créateur. L'Énéide naquit comme art, mais s'immortalisa comme un pilier du pouvoir romain. Un destin complexe pour un poème. D'autre part, le chef-d'œuvre d'Ovide, les Métamorphoses, un brillant et parfois sombre récit des mythes grecs et romains, survit comme un testament à la pure joie de raconter des histoires. C'est un univers de transformation constante, où rien n'est fixe, une idée qui, en soi, est un antidote contre la rigidité du pouvoir impérial. Ainsi, les deux âmes de Rome nous parviennent à travers sa littérature, l'âme de l'Empire, de l'ordre, du destin et du devoir, incarnée en Virgile, et l'âme de l'individu, de la liberté, de l'amour et de l'esprit, incarnée en Ovide. Toutes deux sont romaines, et toutes deux sont, en fin de compte, humaines. Le pouvoir a toujours cherché à contrôler le récit. Des pharaons qui inscrivaient leurs exploits sur la pierre au gouvernement moderne avec leur cabinet de communication. La stratégie d'Auguste fut simplement l'une des versions les plus sophistiquées et réussies de cette aspiration éternelle, créer une réalité à travers les mots. Et la littérature, à son tour, a toujours été un espace de négociation avec ce pouvoir, parfois collaborant, parfois résistant, parfois simplement l'ignorant pour explorer les vérités de la condition humaine. Ce duo dynamique, Virgile et Ovide, personnifie ce dilemme éternel du créateur face à l'autorité. L'étude de la littérature classique n'est pas un exercice poussiéreux d'universitaire. C'est une fenêtre sur la mécanique du pouvoir, sur la construction de l'identité sociale et sur les grandes questions concernant notre place dans le monde. Les réponses que les Romains ont données à ces questions avec leur poésie nous interpellent encore aujourd'hui. Pensons au concept de mos maiorum, les coutumes des ancêtres, qui était central dans la mentalité romaine. Auguste se présenta comme le restaurateur de ses anciennes vertus. L'Énéide fut l'outil parfait pour rappeler au peuple quelles étaient ses vertus commodément redéfinies pour soutenir son régime. Ovide, en revanche, se moquait de cette solennité. Son monde poétique est rempli de dieux qui se comportent de manière capricieuse et très humaine, poursuivant des nymphes et trompant leurs épouses. C'était une manière de démythifier la religion officielle de l'État, qu'Auguste tentait de raviver comme pilier de son autorité morale. La voix de la République était une voix polyphonique, c'est-à-dire de nombreuses voix. Il y avait débat, dissension, faction. L'Empire aspirait à une seule voix, celle de l'empereur, reflétée dans une culture unifiée. La littérature de l'époque est le champ de bataille où cette vieille polyphonie républicaine lutte pour ne pas être éteinte par la nouvelle monophonie impériale. Le génie de la propagande augustéenne fut de ne pas sembler de la propagande. Elle était enveloppée dans un art de la plus haute qualité. Ce n'était pas un vulgaire pamphlet, c'était l'Énéide. Cela la rendait beaucoup plus persuasive.
Les gens l'embrassaient pour sa beauté et se faisant absorber le message politique sans même s'en rendre compte. En contraste, l'honnêteté d'Ovide fut sa perdition. Il ne cacha pas son désintérêt pour la politique et son amour pour les plaisirs de la vie. Son œuvre est un reflet transparent de ses valeurs, et cette transparence a heurté l'opacité et l'hypocrisie du pouvoir qu'Auguste dut employer pour maintenir son image. Virgile construisit un pont entre le passé mythique de Troie et le présent impérial d'Auguste, donnant à ce dernier la solidité et l'inévitabilité de la légende. Chaque Romain pouvait se sentir partie d'une histoire grandiose, d'un voyage de 1000 ans qui culminait dans la paix et la gloire de son temps. Ovide, en revanche, construisit des miroirs où les Romains de son temps pouvaient en voir se refléter leur propre vie, leurs amours, leur vanité et leurs désirs. Il ne leur offrait pas un destin, mais un présent. Et pour un régime qui exigeait des sacrifices pour l'avenir, célébrer le présent était un acte de rébellion. L'imitation de la forme grecque, l'épopée, mais l'innovation dans le contenu, lui donnant un but politique romain, fut la formule du succès de Virgile. Il démontra que l'originalité ne consiste pas toujours à créer à partir de rien, mais à réinterpréter la tradition d'une manière puissante et pertinente pour le moment actuel. L'exil d'Ovide marqua aussi un avant et un après. Il créa un nouveau genre littéraire, la poésie de l'exil, où la nostalgie, la solitude et la réflexion sur la propre identité devinrent des thèmes centraux. Sa souffrance personnelle se transforma ironiquement en sa dernière grande innovation artistique. Au final, les deux poètes furent des instruments, qu'ils le veuillent ou non. Virgile fut un instrument conscient et volontaire pour la construction d'une nouvelle Rome. Ovide fut un instrument involontaire, un exemple qu'Auguste utilisa pour démontrer les limites du pouvoir impérial et les conséquences de franchir la ligne. La République romaine, dans ses derniers jours, était un bouillonnement de voix fortes et conflictuelles. Cicéron, Catulle, Lucrèce, tous écrivirent avec une liberté et une passion qui reflétaient le chaos et l'énergie de leur temps. La paix d'Auguste, bien que bienvenue, impliqua inévitablement une certaine domestication de cette énergie littéraire. Nous pouvons voir la littérature d'Auguste comme la bande-son d'une nouvelle ère. Virgile composa l'hymne national, solennel et grandiose. Horace, un autre poète du cercle, composa des odes qui célébraient la paix et la modération. Ovide, avec son rythme enjoué et ses mélodies d'amour, était la musique pop que le régime ne pouvait pas contrôler. Le pouvoir impérial avait besoin de héros et de modèles à suivre. Énée fut le modèle pour le citoyen, Auguste le modèle pour le dirigeant. La littérature fut le manuel d'instruction. Elle enseignait aux gens comment penser, quoi valoriser et qui admirer. Ce fut une rééducation culturelle à une échelle massive. L'héritage de cette manipulation culturelle est immense. L'idée qu'une nation a besoin d'une grande histoire, d'un mythe unificateur, a influencé la politique occidentale jusqu'à nos jours. La quête du grand roman américain où les discours politiques qui font appel à un destin national puisent directement à la source d'Auguste et Virgile. De même, la figure de l'artiste comme conscience critique de la société, comme la voix qui dit non au pouvoir, qui défend la liberté individuelle, a en Ovide l'un de ses premiers et plus tragiques martyrs. Son histoire est un avertissement qui résonne dans chaque débat sur la liberté d'expression. Ainsi, quand nous pensons à la littérature de Rome, nous ne voyons pas seulement des poèmes. Nous voyons le plan d'un empire. Nous voyons le conflit entre le devoir collectif et le désir individuel. Nous voyons la naissance d'archétypes qui définissent encore aujourd'hui notre relation à l'art et au pouvoir. Nous voyons en définitive le reflet de nos propres luttes. L'imitation, l'innovation et le pouvoir ne sont pas trois thèmes séparés dans la littérature romaine. Ils sont une seule tresse, un nœud inséparable qui nous montre comment la culture se crée, se contrôle et résiste. L'histoire de Virgile et Ovide n'est pas seulement celle de Rome, c'est celle de l'éternelle et fascinante bataille pour l'âme humaine. Et c'est l'incroyable histoire de la façon dont la plume fut aussi importante que l'épée dans la forge de l'Empire romain. La littérature, non pas comme un ornement, mais comme un outil fondamental de pouvoir, une arme pour construire une réalité. Une leçon que les empires du futur n'oublieraient jamais. J'espère que ce voyage à travers les vers et le pouvoir de Rome vous a paru aussi fascinant qu'à moi. L'histoire est pleine de ces secrets, de ces connexions cachées qui, une fois révélées, changent complètement notre perception du passé et bien sûr de notre présent. Nous avons vu comment Virgile est devenu la voix de l'Empire, dotant Auguste d'une légitimité divine à travers l'Énéide. Son œuvre fut le logiciel idéologique qui aida à unifier et à donner un sens au nouvel ordre romain, présentant le devoir envers l'État comme la vertu suprême. Et nous avons vu l'autre côté de la médaille avec Ovide. Le poète de l'amour, de l'ironie et de la liberté individuelle, dont l'art s'est heurté de plein fouet à l'agenda moral de l'empereur. Son exil nous sert de dur rappel des dangers que l'art affronte lorsqu'il défie le pouvoir absolu. Cette dualité, la littérature comme pilier de l'État et la littérature comme refuge de l'individu,
est peut-être l'héritage le plus important de cet âge d'or et terrible de la poésie romaine. Une tension qui, comme nous l'avons vu, est toujours vivante dans chaque société et dans chaque forme d'expression artistique. La prochaine fois que vous rencontrerez une œuvre d'art qui vous touche ou vous fait réfléchir, souvenez-vous de cette histoire. Interrogez-vous sur le contexte dans lequel elle a été créée. Car chaque poème, chaque livre, chaque chanson est une pièce sur le grand échiquier de l'histoire et de la culture. C'est un rappel que les humanités, l'étude de la littérature, de l'art et de l'histoire ne sont pas un luxe. Ce sont un outil essentiel pour comprendre le monde, pour décoder les messages que nous recevons quotidiennement et pour être des citoyens plus conscients et critiques. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse. Ce fut un véritable plaisir d'explorer ces idées avec vous tous et de nous immerger dans la complexité de la Rome antique. Votre curiosité est ce qui rend cet espace possible et je vous en remercie de tout cœur. Maintenant, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'aujourd'hui, la littérature ou le cinéma sont encore utilisés comme une arme de pouvoir, de manière si efficace? Quel artiste actuel, selon vous, représente le mieux l'esprit d'Ovide, défiant les récits dominants? Laissez vos théories en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de secrets cachés de l'histoire et de la littérature, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer du contenu comme celui-ci. On se retrouve pour le prochain voyage intellectuel.